Bonjour Jean-François Bouchard. Bonjour. Alors vous êtes économiste, romancier aussi. Votre dernier livre, Un demi-siècle au bord du gouffre atomique aux éditions Max Milo, c'est pas vraiment un roman ou alors une fiction très inquiétante rattrapée par la réalité et la folie des hommes. Votre livre est basé sur des documents déclassifiés, donc c'est bien précisé sur le titre du livre, déclassifiés rendus publics aux États-Unis par l'autre NSA. Hein, c'est pas la célèbre NSA, la nationale agence de sécurité, voilà, de renseignement, mais c'est plutôt la National Security Archive. Expliquez-nous, c'est un fonds documentaire qui est basé à Washington, c'est ça? Voilà, en fait, il s'agit d'une ONG qui se situe dans l'université George Washington à Washington et qui publie les documents déclassifiés du FBI, de la CIA, de la diplomatie ou de la Maison-Blanche. Avec des restrictions, évidemment. Avec des restrictions, puisque certains sont caviardés, en vertu d'une loi qui a été votée par le président Johnson dans les années 60, voilà. Donc, qui s'appelle le Freedom Information Act. Alors vous avez pu vous balader dans ces archives, et donc le livre commence par la Corée. Alors la Corée du Nord et la Corée du Sud d'ailleurs, mais surtout la Corée du Nord est dans l'actualité en ce moment avec le bras de fer entre Donald Trump et Kim Jong-un. On va en parler. Mais vous racontez que la Corée, en 1950, on est passé aussi tout près d'une guerre nucléaire. La Corée du Nord, donc à ce moment-là, attaque la Corée du Sud. Ça se passe en juin 1950. Très rapidement, le Nord occupe 80% du territoire du Sud. Et celui qui est à l'époque le commandant suprême des forces américaines en Asie, un certain général MacArthur, il est prêt à lancer une bombe nucléaire sur l'allié de la Corée du Nord, c'est-à-dire directement sur la Chine. C'est assez inquiétant et très peu connu en fait. Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire que ce conflit de 1950 a été un conflit extrêmement meurtrier puisqu'il y a eu 3 millions de morts en tout. Et effectivement, MacArthur, qui était à l'époque le plus grand général des États-Unis, qui commandait toutes les forces américaines en Asie, a voulu régler le sort de la guerre très vite en bombardant le nord de la Corée du Nord et la Mandchourie chinoise au moyen de 26 bombes atomiques, exactement 26. Il avait un plan extrêmement précis. C'était un peu un électron libre hein, dans c'était un homme l'armée américaine. C'était tout à fait ça. C'était un homme qui avait 70 ans à l'époque. Hein, donc il se sentait tenu par aucune hiérarchie. Là, vous le montrez avec le président Truman. Il méprisait complètement le président Truman et donc se moquait de son autorité. Et il voulait mener sa guerre en Asie et faire tomber d'une part la Corée du Nord, ensuite la Chine, parce qu'il voulait aussi organiser un débarquement des Chinois de Chiang Kai-shek en Chine populaire. Et puis après, il espérait que ça allait se propager à l'ensemble du monde communiste et faire tomber le communisme mondial. Donc on est passé à 2 doigts d'une guerre nucléaire. Il a fallu que le président Truman, qu'on vient de voir sur la photo, là, en fait, le vire, mais d'une manière assez disons, sans ménagement. Voilà. Dès lors que le front a été stabilisé, Truman a viré MacArthur en disant on n'est pas là pour déclencher une 3e guerre mondiale, on est là juste pour sauver la Corée du Sud, et c'est tout. Et donc Truman voulait vraiment respecter le mandat que l'ONU avait donné aux forces internationales. On peut dire que ce qui se passe aujourd'hui entre les États-Unis et la Corée du Nord, donc entre Trump et Kim Jong-un, c'est quelque part la suite de cette guerre de Corée inachevée. C'est tout à fait un continuum. D'ailleurs, la guerre est toujours déclarée. La paix n'a jamais été signée. Il y a juste un cessez-le-feu qui a été signé. La Corée du Nord et la Corée du Sud sont toujours en guerre. Ils sont toujours en guerre, absolument. Et donc, c'est vrai que ça a été un continuum. Alors, il y a eu 2 phases dans ce continuum. Il y a eu une phase chaude, donc en quelque sorte, avec des provocations de la Corée du Nord qui a arraisonné des bateaux américains, qui a descendu des avions américains, qui a tué des Américains. Donc, à chaque fois, les présidents américains se sont posés des questions. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Et puis après, il y a eu la phase un peu plus froide pendant laquelle la Corée du Nord, ça c'est la fin du règne de Kim Il-sung, a développé le grand-père du président actuel. Le président actuel. Voilà, donc il a commencé à développer une arme atomique dans une centrale atomique qui s'appelle Yongbyon. Il a aussi développé des fusées. Et là, les Américains se sont posé des questions, notamment Clinton, en 1994, s'est demandé qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attaque ces gens-là pour mettre fin à la menace? Donc ça n'a pas eu lieu. Et on est toujours dans la suite de ce feuilleton, de ce mauvais feuilleton-là. Est-ce que vous êtes rassuré par l'annonce du sommet prochain entre Kim Jong-un et Trump? Ça doit normalement avoir lieu d'ici la fin du mois de mai. Voilà. Alors, il y a toujours eu... les dictateurs nord-coréens, ce sont des gens d'une très très grande cohérence. On les prend pas au sérieux, mais on a vraiment tort. Parce qu'ils ont une vraie perspective de long terme sur ce que doit être leur pays. Et les Américains se sont toujours, quelque part, empêtrés dans les filets. Ils se sont fait prendre à tous les coups de poker des dictateurs du Nord. Parce qu'ils ont mis en place des sanctions, ça n'a pas été efficace. Ils ont essayé de faire en sorte que la Corée du Nord soit tout à fait asséchée. Mais la Corée du Nord est toujours parvenu à contourner ces sanctions. Et donc, en définitive, ce pays qui est malgré tout l'un des plus pauvres du monde, c'est un pays qui aujourd'hui a l'arme atomique. Ils ont des bombes A.
Ils ont des bombes peut-être H, des bombes thermonucléaires, et ils savent envoyer des fusées dans l'espace. Il y a peu de pays avec un niveau de PIB aussi faible qui savent faire ça. Alors on avance dans le temps, on se rapproche de nous, on passe sur la crise de Suez en 1956 pour arriver au Vietnam. Alors là, vous en parlez aussi dans le livre. En 1959, l'armée de l'air, donc avant la guerre du Vietnam classique, j'allais dire, voilà. L'armée de l'air américaine planifie des bombardements atomiques sur le Nord-Vietnam. C'est ça. Oui, c'est un général qui s'appelle le général White, qui a cette idée d'essayer de faire en sorte de régler pour une bonne fois le conflit au Vietnam, qui est déjà latent à l'époque entre le Nord et le Sud, même si les Américains n'y sont pas encore impliqués tout à fait directement. Les Français sont partis. Les Français sont partis depuis 1954, après Dien Bien Phu, et donc là, les conflits continuent entre Nord et Sud. Et donc le général White, lui, il a l'idée de faire des bombardements, mais au vu de tous, c'est-à-dire il veut mettre des bombardiers sur une base américaine aux Philippines, il veut montrer qu'il y a des bombes atomiques qui sont installées là, et puis il veut indiquer au Viet Cong, voilà, nous allons bombarder cet endroit et cet endroit. Donc c'est peut-être plus de l'intimidation en fait. C'était vraiment de l'intimidation, mais il voulait quand même utiliser une ou deux bombes, histoire de dire qu'on n'avait pas déplacé les bombes pour rien. Donc c'était ça le plan White. Et donc quelques mois plus tard, Kennedy arrive au pouvoir, et donc Alors Kennedy met fin à tout ça. Voilà, et il envoie des troupes au sol. Il envoie des troupes au sol. C'est le début de la guerre. Alors le début est un peu plus tard, c'est avec Johnson, donc le président Johnson qui va succéder à Kennedy. En fait, déjà sous Kennedy, on l'oublie souvent, il y a eu des dizaines de milliers de soldats qui sont partis au Vietnam. Il y en a eu 60 000, voilà. 60 000 soldats. Et après, Johnson a organisé un peu comme Hitler, quelque part à Gleiwitz en Pologne, des provocations et des faux combats avec le Nord-Vietnam. Et c'est là que la guerre a vraiment été déclarée. Alors à ce moment-là, évidemment, l'arme nucléaire, elle est surtout américaine à l'époque. Les Russes ont mis au point en 1949, je crois, leur première bombe. Mais vous appelez ces années 54-61, vous les appelez le temps des salopards. Alors c'est intéressant de se pencher quand même sur ces deux salopards, puisque ce sont deux frères. Ce sont les frères Dulles, comme on dit aux États-Unis. L'un, c'est Allen Dulles, qui est le directeur de la CIA, et l'autre, c'est John, c'est le ministre, qui est le ministre des Affaires étrangères du général Eisenhower, du président Eisenhower. Qu'est-ce qu'ils avaient de salopards, ces deux-là? En fait, ces deux hommes, ce sont deux frères qui vont diriger le monde quelque part pendant 10 ans, pendant tout le règne de Eisenhower, qui était un président un peu effacé, malgré son passé glorieux de général qui avait vaincu Hitler en Europe. Eisenhower, c'était pas un président extrêmement visionnaire. Et donc ces deux hommes, ils vont vraiment organiser le monde à leur manière. C'est-à-dire que dès lors que quelqu'un les gêne, ils vont l'éjecter. Par exemple, ils vont renverser au Guatemala le président Guzman. En Iran, lorsqu'il y a un Premier ministre élu démocratiquement qui s'appelle Mossadegh, qui veut renégocier des contrats, ils vont faire un coup d'État, ils vont l'expulser. Il y a Sukarno, qui est l'Indonésien, qui est l'un des membres des pays non alignés, qui est en train de monter cette organisation des non alignés. Ils vont organiser une manipulation en tournant un film porno avec un acteur qui ressemble à Sukarno pour le discréditer. Et ils sont aussi derrière ces menaces nucléaires, ils sont aussi évidemment proches du pouvoir nucléaire. Alors il y a évidemment, on avance toujours dans le temps, la crise de Cuba, très, très connue en 62. Les États-Unis, on passe sur le début de la crise, mais en 62, les États-Unis ont la preuve par des photos aériennes que l'URSS de l'époque a installé des rampes de lancement, en tout cas de missiles. On ne sait pas trop si ce sont des missiles classiques ou nucléaires. Et ces missiles, en fait, ils sont à 200 km de la Floride. Ils sont à 5 minutes de vol de la Floride. Et donc les Américains décident le blocus de l'île. Et là, à nouveau, on frôle la guerre nucléaire cette fois-ci, entre Russes et Américains. Là, c'est vraiment l'une des crises les plus chaudes avec celle entre les Russes et les Soviétiques. Là, on est tout près parce que pendant 13 jours, effectivement, les menaces ont été extrêmement fortes. Ce que ne savait pas Kennedy au moment de la crise, c'est que les fusées étaient effectivement opérationnelles. Donc certaines étaient en cours d'installation, mais d'autres étaient vraiment installés et pouvaient être tirés à tout moment. Et effectivement, il y a eu plusieurs incidents, plusieurs moments au cours desquels on a failli partir à la guerre. Et ce qui est incroyable à ce moment-là, c'est que ni le président Kennedy, ni Khrouchtchev du côté soviétique ne semblent hésiter, enfin ils hésitent, mais en tout cas ils imaginent qu'ils pourraient utiliser des armes nucléaires. Elles sont sur la table, quoi. Elles sont sur la table. C'est ça qui voilà, d'ailleurs Kennedy va à ce moment-là décider de mesures, de contre-mesures, puisque les fusées sont à Cuba. Lui va décider de mettre en l'air en permanence 65 bombardiers avec des armes nucléaires qui vont tourner aux portes de l'espace aérien. Et il aurait même suffi d'un accident d'un de ces avions pour qu'on ait peut-être un début de catastrophe nucléaire. Absolument.
Ouais. Alors, on avance toujours dans le temps. 73, c'était vraiment la guerre... la guerre du Kippour. La guerre du Kippour, hein, c'est la fête du Grand Pardon. Donc les Israéliens sont surpris par l'offensive égyptienne et syrienne. C'est ça. Donc en quelques jours, en fait, l'armée, pour la première fois, l'armée israélienne perd du terrain. Et donc, Moshe Dayan, qui à l'époque est le général qui dirige l'armée israélienne, ministre de la Défense, il décide, en fait, il envisage lui aussi d'utiliser l'arme atomique. Et là, on découvre en même temps qu'Israël, en fait, a l'arme atomique. Voilà. Effectivement, l'arme atomique israélienne, ça a été un secret, ça a été là aussi une manipulation extrêmement bien réussie des Israéliens, qui ont réussi à développer cette arme avec l'aide des Français, du reste, sans que les Américains le sachent. Et de Shimon Peres, d'ailleurs, qui sera après le président d'Israël. Qui était à l'époque un jeune lieutenant, qui a été absolument génial dans cette affaire. Et donc, effectivement, en 73, les Israéliens sont bousculés. Tsahal recule partout, alors que Moshe Dayan pense qu'il n'y a pas de solution autre que bombarder Le Caire et Damas avec des fusées atomiques. Et heureusement, Golda Meir va dire non. Qui était la première ministre. Voilà. Elle était la première ministre. Elle va dire non, il n'est pas possible de faire ça. N'y pensez même pas. C'est ce qu'elle va répondre textuellement à Dayan. Et heureusement, des renforts matériels vont arriver de la part des Américains et le sens du combat va s'inverser. Donc finalement, les missiles vont être rangés dans leur désert du Negev sans être tirés. À quel moment dans ce demi-siècle on est passé le plus près? C'est vraiment au moment de l'affaire de Cuba? Alors, on est passé très près, vraiment très très près, au moment de l'affaire de Cuba, et puis au moment d'un conflit en 69 entre les Russes et les Chinois. Donc, à cette époque-là, il y a eu des incidents de frontières entre les Russes et les Chinois sur l'Ussuri. Sur le fleuve Amour, comme on l'appelle. C'est un affluent du fleuve Amour. Et dans une région qui s'appelle le Xinjiang, avec des milliers de morts. C'était une vraie guerre entre les deux pays qui, à l'époque, avaient rompu leurs relations diplomatiques. Et Brejnev voulait vraiment, cette fois-ci, tirer ses missiles contre la Chine, à tel point qu'il va demander aux diplomates soviétiques en poste à Washington de solliciter les Américains. Et il va leur demander qu'est-ce que vous allez faire si on bombarde le centre de l'Op Nord de Mao, quelle sera votre réaction? Et ça a été une question quasiment officielle, c'est-à-dire que vraiment il y a eu des comptes rendus qui ont été rapportés à Kissinger, à Nixon, et Kissinger et Nixon pensaient vraiment que la guerre allait être déclenchée. Heureusement, il y a eu là encore une fois un petit miracle. Dans toutes ces crises nucléaires, il y a toujours eu un miracle qui a fait que les choses ne sont pas passées. Heureusement. Le miracle, c'est la mort de Ho Chi Minh. Donc Ho Chi Minh meurt, son enterrement est organisé à Hanoï, les Russes et les Chinois se rencontrent et se disent, bon finalement on va peut-être pas aller jusque-là, on va rediscuter et les choses vont se calmer. Alors il y a encore eu d'autres moments très chauds, il y a eu des grandes manœuvres de l'OTAN par exemple en 83, sur le continent européen, que les soviétiques, on les appelait encore les soviétiques en 83, ont failli interpréter en fait comme une déclaration de guerre. C'est ça. Et ils étaient prêts éventuellement à utiliser leurs armes nucléaires parce qu'ils ne se sentaient pas capables de repousser éventuellement cet assaut de l'OTAN. En fait, en 83, donc, il y avait un dirigeant soviétique qui était Yuri Andropov, qui avait été le chef du KGB pendant une quinzaine d'années, un peu comme Poutine. C'est le même profil. Alors Andropov était persuadé que la guerre nucléaire était impossible. Mais à la tête des États-Unis, il y avait Ronald Reagan, et il pensait que ce type était fou, un peu comme Donald Trump aujourd'hui. C'est tout à fait comparable. Et effectivement, il y a eu ces grandes manœuvres Able Archer en 83, au cours desquelles ça a été des manœuvres massives, puisque les Américains ont envoyé en Europe des milliers d'hommes, ainsi que des missiles tactiques nucléaires qu'ils ont commencé à balader en Allemagne le long de la frontière. Et donc les Russes étaient extrêmement inquiets. C'était un peu le chiffon rouge, quoi. Oui, c'était tout à fait ça. Donc Andropov se demandait, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces missiles? Et donc Andropov a demandé à tous ces sous-marins nucléaires d'aller se positionner sous la calotte glaciaire arctique pour être masqués depuis les satellites et de mettre leurs missiles en direction de Washington, de Los Angeles. Jean-François Bouchard, quand on lit votre livre, on se dit que la dissuasion nucléaire, parce que c'est souvent le prétexte qui est donné pour justifier l'arsenal nucléaire, on dit c'est la dissuasion, on n'osera pas nous attaquer parce qu'on est... Est-ce que finalement c'est pas une partie de poker menteur et que finalement un jour ça va mal finir?